Camille Etienne. Salut Camille. Salut. Vous êtes l'une des militantes écologistes les plus suivies en France. Vous avez bientôt 25 ans et vous venez de publier votre premier livre pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective aux éditions du Seuil. Et Pauline a adoré. Ouais, moi ça m'a passionnée évidemment. Donc en fait, il s'agit, tout est presque dans le titre, de dépasser cette impuissance. C'est comme ça que vous introduisez votre propos. Cette impuissance, elle est carrément, vous nous l'expliquez, inhérente au système dans lequel on vit. On nous a inculqué le mythe de l'impuissance. On est tous, vous le dites souvent avec cette métaphore, les passagers d'une voiture sur laquelle on a l'impression d'avoir aucune manœuvre, aucune marge de manœuvre. Or, vous le dites, c'est complètement faux. C'est ce que vous vous attelez à déconstruire. Et vous nous donnez même des chiffres pour ça qui sont alarmants, qui, moi, m'ont marqué en tout cas. Il suffirait de 3,5% de la population pour tout changer, pas 50%, mais 3,5% seulement. Vous dites aussi, un peu comme le disait Essel, indignez-vous, soulevez-vous, n'hésitez pas. Voilà, on va pouvoir dépasser tout ça ensemble. Et vous faites aussi un constat qui n'est pas banal dans les médias, qu'on a peu entendu, c'est en terminer avec ce terme génération climat, avec ce clivage des générations. Là aussi, il faut savoir le dépasser pour pouvoir agir, acter, j'allais dire, tous ensemble au service justement de cette transition écologique. Vous dites, ce n'est pas l'apanage d'une génération, il faut y aller tous ensemble. Et donc, voilà, vous vous attachez clairement à déconstruire ce mot-là d'impuissance et à nous encourager à agir. Exactement. Quelle présentation. Il est incroyable. Là, je me dis que je vais lire ce livre. On n'est pas dans une émission Don't Look Up ici. J'ai pas l'habitude, du coup. Ouais. Moi, je suis là, waouh, ok, en fait. Est-ce qu'il y a une chute qui arrive à un moment donné? Non. Est-ce que vous y êtes arrivé justement à ce constat? Est-ce que c'est l'impuissance qui est arrivée en premier lieu dans votre réflexion? Bien sûr, mais parce que je vois partout autour de moi, même des amis me dire, mais en fait, ok, l'activisme, mais juste, c'est tellement grand. Et on nous rappelle tout le temps qu'on est trop petit. Il y a une forme de mépris aussi, de rappeler que c'est trop compliqué. L'économie, vous n'allez pas comprendre. Les réformes, vous n'allez pas comprendre. C'est pas pour vous. Restez bien en place. Et puis aussi quelque part par cette éco-anxiété dont on s'assure de ne pas faire peur. Le nombre de fois où moi j'arrive en plateau, je raconte dans le livre, on me dit vraiment merci d'être là, mais s'il vous plaît, faites pas trop peur. Comment vous le dites? On me le dit avant de... Alors, pas ici, mais on me le dit avant de... On nous a dit, faites-nous peur, on aime la peur. Non, mais c'est un vrai sujet parce que... En fait, il y a cette idée, et je montre dans le livre comment en fait, ça a été construit aussi notamment par l'industrie fossile, de reléguer la peur dans l'intimité. Et du coup, on s'assure qu'on ne soulève pas, parce que si on pathologise, ça devient un peu une maladie, l'éco-anxiété, c'est nous et notre psy, donc surtout on se tient loin de l'action pour pas créer une génération qui veut plus faire d'enfants, qui a peur. Et donc on s'assure comme ça qu'elle ne s'organise pas pour changer les règles du jeu qui lui semblent injustes. Est-ce que vous voulez faire des enfants, par exemple? Alors, je ne suis pas sûre de faire des enfants. En revanche... Est-ce que c'est un truc où vous dites non, moi je veux pas d'enfants à cause de la planète, ou vous y pensez? Non. Dans un futur lointain, ou comme vous voulez. Faites ce que vous voulez en fait. Non, mais c'est une super question. Non, mais c'est une super question parce qu'on a beaucoup cette image justement dans l'écologie de se dire ok, le but c'est de tout passer nos existences au crible du bilan carbone et de réduire au maximum. Mais déjà, c'est une vision que je trouve un peu triste de la vie, parce que dans ce cas-là, je vous parle, j'émets du CO2. Si on pousse la logique, juste, on a intérêt à tous mourir, quoi. Or, on habite le monde, donc on a toujours un impact sur le monde. Il peut même être mieux que juste neutre. Et donc, faire un enfant, je trouve que, si on en a envie, encore une fois, mais c'est incroyable parce que il y a une partie de nous, intime, qui nous engage, qui nous oblige. D'un coup, les chiffres 2050, là, en 2050, l'ONU, elle nous dit qu'il y a une personne sur deux qui est en stress hydrique, c'est-à-dire qui va manquer d'eau. Quand on a un enfant et nous, on ne sera plus là pour s'assurer si ça va, d'un coup, on a un peu plus envie de faire en sorte que le monde aille mieux. Donc, je crois que c'est continuer l'histoire et que c'est plus joli d'avoir une écologie qui s'inscrit là-dedans. Vous êtes pour une écologie de réconciliation entre les générations. L'écologie, c'est un sujet éminemment politique, social. On ne peut pas décorréler l'écologie de la question sociétale. Est-ce que les classes les plus populaires dans le monde entier sont concernées par ça? Elles sont concernées pour deux raisons. D'abord parce que c'est elles qui, statistiquement, sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on a l'impression de voir l'écologie comme des petits gestes, on peut se dire ok, en fait, il y a du plastique, ok, c'est les gens en banlieue qui prennent leur voiture et qui font pas du vélo, mais parce qu'on peut pas utiliser des vélos, que les transports en commun, ils sont pas du tout assez développés, que quand on habite en banlieue, c'est pas facile de manger bio en circuit court, que ça coûte beaucoup trop cher, que quand on est précaire... Et que même à la campagne, c'est dur. Hein. Même à la campagne. Et donc, en fait... c'est ceux qui sont, pour autant, en réalité, le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Oxfam, dans un rapport, montre que 10% les plus riches de la population française sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi je dis que c'est une double injustice? Parce que ces gens, alors qu'ils sont moins responsables, c'est eux qui sont en première ligne des conséquences.
c'est eux qui vivent près des échangeurs autoroutiers et qui ont des problèmes respiratoires. Dans les pays du Sud, c'est eux qui vont être en premier front des sécheresses, des canicules, des incendies, des montées de l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas décorréler en rien la question de la justice sociale et de la justice climatique. Ça veut dire une chose, c'est que ça peut même être mieux pour en fait une immense partie de la population que d'être écolo. On ne peut pas décorréler l'écologie de la politique. Est-ce que vous parleriez à tous les partis ou à tout le monde, comme l'a pu le faire Hugo Clément? Alors, merci pour cette question. Je parlerai à tous les électeurs et les électrices. Ça, c'est absolument certain. On ne peut pas se permettre de mettre des gens de côté. En revanche, ça dépend comment on le fait. Et je n'irai pas dans un meeting de l'extrême droite. Je n'irai pas chez un journal qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Parce que je n'ai pas envie qu'il y a des différences de degrés avec certains partis, par exemple les partis de droite, pour moi, où le pouvoir en place, c'est des vraies différences de degrés. Je ne suis pas d'accord avec eux du tout. En revanche, avec le Rassemblement national, je fais une différence de nature. C'est un parti, quand on regarde dans l'histoire, comment il s'est créé, quelles sont ses idées aujourd'hui, qui est profondément xénophobe, homophobe, raciste. Il y a certains de ses dirigeants qui ont été condamnés par la loi pour cet acte-là. Et donc, je veux vraiment m'assurer, en tout et pour tout, qu'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc, si la question, c'est de se dire, est-ce qu'on a envie que le Rassemblement national soit un peu plus écolo? Non, en rien, parce que ça pourrait leur permettre de leur donner les clés d'arriver au pouvoir. En revanche, s'adresser aux électeurs et aux électrices d'extrême droite, qui sont très nombreux aujourd'hui en France, c'est absolument fondamental. Vous êtes parti explorer la fonte des glaces pour la série documentaire « Pourquoi on se bat ?» Vous avez rencontré plusieurs scientifiques, dont la glaciologue Heidi Sévestre. Ça nous a passionnés. On regarde un extrait. Merci, elle est incroyable. On reçoit de plus en plus d'eau parce que les glaciers fondent de façon dramatique été après été. Et ça marche jusqu'à un certain point. Donc, tu as de plus en plus d'eau jusqu'à ce que tu atteignes un pic. On appelle ça peak water en glaciologie. Et ce peak water, il montre le moment à partir duquel on a de moins en moins d'eau qui viennent des glaciers. Et par exemple, dans les Alpes, le Rhône, en plein été, s'il n'y avait plus de glaciers pour l'approvisionner, c'est 40% du débit en moins. T'imagines quoi? Une rivière comme le Rhône. C'est de l'agriculture qui s'abreuve grâce à l'eau de fonte des glaciers. C'est des centrales nucléaires qui sont refroidies grâce à l'eau de fonte des glaciers pendant l'été. Évidemment, c'est de la production d'hydroélectricité aussi. C'est de l'eau potable, hein, de l'eau qu'on utilise pour tout ce qui est sanitaire. Donc rien que pour ça, quand tu te rends compte que finalement, cette eau, elle sert à tout le monde, même très très loin des glaciers. Sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, cette eau, elle sert, aujourd'hui on le sait, à 2 milliards de personnes sur Terre. Camille Etienne, vous avez grandi dans un village de Savoie, avec vue sur les glaciers. Ouais. Intéressant. Quand vous les voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Ça me bouleverse parce que c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Toute mon existence s'explique. C'est Sartre qui dit « tout se joue dans l'enfance ». Moi, tout se joue dans un glacier, en réalité. Et donc, ça me bouleverse parce que c'est quelque chose qui part du ventre, en fait, vraiment. C'est que je ne pourrais pas faire autre chose parce que je ne pourrais pas supporter le monde sinon. Mais je suis aussi assez fière de nous collectivement, parce que vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est que l'activisme marche. Mais c'est énorme ce qu'on arrive à faire, je vous jure. Et qu'il ne faut pas avoir l'impression de perdre l'espoir que quelque chose nous échapperait. Parce que c'est incroyable. Il y a une autrice américaine qui s'appelle Rebecca Solnit qui a travaillé sur des parties hyper sombres de l'histoire, les guerres et tout. Et elle dit vraiment l'espérance, c'est la croyance que ce que nous faisons peut avoir une importance. Et vous n'imaginez pas l'importance qu'on a, là, nous, ces gens autour du plateau, ceux qui regardent. Donc, rejoignez l'action collective parce que quand on regarde ce qui nous bouleverse en face, alors on peut se tenir un peu plus droit et un peu plus digne. En France, le niveau des nappes phréatiques est au plus bas. Je le rappelle, 68% des nappes phréatiques présentent des niveaux inférieurs au normal. 4 villages des Pyrénées-Orientales n'ont plus accès à l'eau potable. C'est une situation qui risque d'affecter à court terme des milliers de personnes dans ce département. C'est que le début. Et vous dites, je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Le réel dépasse presque toute fiction. Ah, mais là, les scénaristes de Netflix, ils doivent être dépassés complètement. Et de MyCanal aussi. Création originale. Ils doivent être dépassés, non, mais vraiment. Parce qu'en fait, dans les rapports même du GIEC, en fait, les prévisions qu'ils avaient, donc il y a plusieurs scénarios, ça arrive plus tôt que ce qui se passait. Et notamment, pour mon livre, j'ai rencontré un scientifique de la NASA, par Zoom, qui est en Californie. Moi, je connais très bien NASA, super rappeur. Super. Il est très cool. Il s'appelle Peter On va Kalmus. mouiller le maillot émaillé, super chanson. Allez, voilà. Ils disent quoi, Duc? Et en fait, ce mec dit, mais il est rentré en désobéissance civile. Donc, c'est un pont de climatologues et tout, vraiment hyper respecté dans le milieu, qui s'est attaché à des barreaux de banque en larmes, en disant, mais juste pour nous,
faire de la désobéissance civile, c'est croire profondément en notre propre science, parce que tout ce qu'on prédisait arrive avant même ce qu'on espérait, ou en tout cas ce qu'on pouvait prévoir dans les modèles. Donc c'est important de rappeler le niveau d'urgence dans lequel on est, tout simplement pour qu'on puisse avoir une réponse à la hauteur. Pauline, aujourd'hui, la Première ministre a dévoilé son plan d'action pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça, et elle l'a fait devant le Conseil national de la transition écologique. C'était très attendu, c'était cet après-midi à 15h. Donc la prévision, c'est de diminuer de 50% les émissions des gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce qui était prévu initialement, c'était 40%. Il y a donc une accélération. Vous allez nous dire si ça vous convainc, essentiellement porté sur les transports. Et cet effort, c'est ce dont on parlait avec vous tout à l'heure, Camille Etienne, il devrait être porté à moitié par les entreprises, un quart par l'État et un quart par les ménages. Moi, je me suis posé la question de cette répartition. Est-ce que vous la trouvez juste ? Je sais que ça compte beaucoup pour vous, le support de l'effort vers la transition écologique. Mais en fait, c'est important de demander le plus à ceux qui sont le plus responsables et à qui ça coûte le moins. On se rappelle quand même cet été, ils ont demandé aux détenteurs de jets privés, on a vu cette scène où Elisabeth Borne dit « S'il vous plaît, prenez un peu moins le jet privé ». Et je me dis, mais tant d'études, elle a fait quand même l'ENA, elle s'est embêtée pour arriver à demander gentiment, peut-être que potentiellement les ultra-riches pourraient éviter de prendre le jet, mais juste un avion de ligne. Elle a peut-être pris option politesse, Alena. Non, mais à un moment donné, on peut se dire, OK, est-ce que vous avez du pouvoir ou pas ? Pourquoi vous vous cachez toujours derrière cette impuissance quand, pour autant, quand il y a des pandémies, quand il y a on est capable de prendre des grandes décisions. D'un coup, là, l'État redevient fort. Donc, j'attends de voir réellement quelles vont être ces solutions. Et on ne peut pas faire peser de la même manière à un citoyen qui vit en campagne qu'à Bernard Arnault ou qu'à des milliardaires. Ce que vous dites sur la pandémie, c'est que le monde s'est bougé lorsque la pandémie affectait l'économie. Est-ce que c'est la même chose avec l'écologie ? Est-ce qu'il faut une catastrophe pour que l'économie soit renversée, pour qu'on commence à prendre conscience ? En réalité, elle est déjà, parce qu'on voit une décorrélation aujourd'hui entre le PIB, c'est la manière dont on mesure la croissance, c'est l'indicateur, et le niveau de bien-être des populations. C'est-à-dire qu'on tout est tourné vers une croissance, on est comme ça dans une roue. Mais alors pourquoi ? Parce que ça ne rend pas plus heureux les gens. En France, on est quand même le pays d'Europe où on consomme le plus de Xanax. Alors que pourtant, on est quand même dans des soi-disant dans des Moi, je vais voir des stand-up de Yacine Bellouz quand ça va. Donc j'imagine, voilà, tu as la sécu pour ça va, merci. Ça va mon Xanax ? Absolument. Vous êtes bien avec mon Xanax. Tu es bon pour l'économie, merci. Merci. La vraie croissance, finalement, ce serait des spectacles, tu vois, et peut-être pas de produire encore des énergies fossiles comme le fait Total Energy. Camille, une mini question. Quand on est quelqu'un un petit peu de lambda, de la population à qui vous adressiez tout à l'heure la parole, quand on cherche des informations, on est noyé par plein de types d'informations qui, des fois, même, sont fausses, des choses qui nous perdent. Où est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un d'aller se renseigner, si vous pouvez nous aider, vu que vous avez écrit un livre et que vous êtes passionné par ça ? C'est une super bonne question. Il y a plein de gens qui essaient de faire le lien entre les scientifiques dans leur labo avec tous leurs chiffres et de prémâcher le travail. Nous, la population. Et oui, quoi. voilà, exactement. Alors moi, j'essaie de le faire un peu aussi sur les réseaux sociaux. Mais il y a Blast, par exemple, qui est une chaîne avec Paloma Moritz qui fait des super grands entretiens, qui est génial et qui décrypte vraiment tout ça. Donc en 1 heure, on a compris vraiment bien profondément un enjeu. Il y a des journaux comme Reporter ou Social Terre qui aussi font ce travail de vulgarisation où vraiment on peut partir avec pas de connaissances et puis avancer. Bon Pote le fait aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des styles très différents, mais je vous donne un peu la palette. Camille Etienne, vous voyez où dans 10 ans ? Je ne sais pas du tout où je me vois dans 10 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup. Dans 10 jours ? Mais non plus, en fait, là, demain. 10 minutes. Non, mais en revanche, je pense, malheureusement, ou quelque part heureusement, que ce sera le combat de toute ma vie, de toutes nos vies, et que encore de la vie après nous. Et il y a quelque chose de finalement assez joli à l'idée de se dire notre existence, on ne sait pas trop pourquoi on est là, mais on doit se battre pour qu'elle existe. Je trouve que ça donne beaucoup de sens d'un coup.